Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo celtisme, puisqu'on va parler d'un sujet qui m'a été réclamé plusieurs fois et qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les OWAM. Alors oui, on prononce OWAM, soit dit en passant. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les mots qu'on prononce souvent, voire toujours mal dans le domaine ésotérique. Si jamais vous l'avez raté, je vous la mets dans le petit i, ça pourrait peut-être vous amuser, voire vous apprendre des trucs. Et il se trouve que le GH de OWAM ne se prononce pas G, mais se prononce bien... en fait, se prononce quasiment pas. On retrouve cette idée dans 8, en anglais, le chiffre 8, on dit pas 8, on dit bien 8, donc pour les OWAM c'est la même chose. Donc ne vous offusquez pas, je vais prononcer OWAM tout au long de cette vidéo, puisque c'est comme ça qu'on est censé le prononcer. D'ailleurs, petit disclaimer en passant, il y a pas mal de mots gaéliques dans cette vidéo, j'ai essayé de faire de mon mieux pour retrouver leur prononciation. Correct, je suis pas à l'abri de faire des erreurs, inutile de me sauter à la gorge avec violence et brutalité. Si vous connaissez la véritable prononciation, vous pouvez tout à fait me corriger, je suis absolument ravie d'apprendre comment prononcer les mots, mais on le fait toujours en restant correct, c'est le plus important. Bref, on se lance dans le sujet, mais je pense pas que ce soit sur la prononciation que vous allez le plus m'en vouloir aujourd'hui. Parce que vous allez m'en vouloir aujourd'hui. Alors les OWAM, il faut savoir que c'est un sujet qui est la cible d'énormément de fantasmes, comme tout ce qui touche aux Celtes en général. On a un phénomène qui s'appelle la celtomanie, et qui ne date pas d'hier, parce que c'est quelque chose qui nous vient du 19e et du 20e siècle, avec le regain d'intérêt pour ces peuples. Et l'archéologie, on s'est retrouvé avec énormément de clichés qui aujourd'hui sont fort difficiles à déconstruire. Et les OWAM ne font pas exception à la règle, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, donc attention, ça va débunker sévère, pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, par avance. Du coup, effectivement, parler de ce sujet-là sans tomber là-dedans, sans tomber dans la celtomanie, c'est très difficile, parce qu'en fait, les sources qui sont fiables sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup, et on les connaît peu, voire pas, voire très mal. Donc, il faut savoir que quand on parle de l'OWAM, on parle d'un système d'écriture, d'un mode d'écriture, qui est typiquement irlandais, donc qui n'est pas celte, qui est juste irlandais. C'est important de le préciser. Et en fait, c'est un mode d'écriture qui a laissé pas très très peu de traces en réalité de son usage. Et pour cette raison, on le connaît extrêmement mal. Alors, une chose avec un S qui est dans ton trou, qui en revanche est sûre et certaine par rapport à ce système-là, c'est que c'est un système qui avait une portée magique. Et rien que pour ça, ça mérite bien qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye... de voir ce qu'on peut trouver dessus. Ça va être compliqué. Alors la première chose sur laquelle on peut se heurter quand on parle l'OWAM, c'est le statut qu'on accorde généralement à l'écriture au sein de la culture celte. Alors vous avez sans doute vu, vous avez sans doute lu, vous avez sans doute entendu que les Celtes n'écrivaient pas. Ou pire encore, qu'ils ne savaient pas écrire. Alors premier point qu'on va complètement démolir, c'est totalement faux. Les Celtes non seulement connaissaient très très bien l'écriture, mais on sait en plus qu'ils n'écrivaient pas seulement leur langue, mais ils écrivaient également en latin et en grec, très souvent. Ça on le sait grâce à certaines sources d'écriture qui ont été retrouvées, notamment des écritures magiques, là encore, en particulier ce qu'on appelle les tablettes de défiction, qui étaient des tablettes généralement gravées sur du plomb, des tablettes à vocation souvent de malédiction, ou de commerce avec les entités des royaumes du dessous, qui étaient généralement jetées dans des puits, dans des rivières, dans des fosses, et qu'on a retrouvées parce que ce sont des zones où les choses se conservent différemment par rapport à ce qu'on conserve en général en plein air. Donc on sait tout à fait qu'ils écrivaient leur propre langue, mais aussi latin et grec. Donc il y avait une maîtrise de l'alphabet grec dans le monde celte qui est assez imposante. Évidemment pas dans toutes les couches de la population, mais c'est tout de même assez intéressant pour le relever. Seulement, la chose qui nous a fait dire ça, qui nous a fait dire que les Celtes n'écrivaient pas, c'est qu'ils avaient une perception de l'écriture qui était extrêmement différente de celle qu'on a aujourd'hui de ce système-là, et même des peuples qui leur étaient contemporains, notamment des Romains, et cela fait qu'on le comprend relativement mal. Alors il faut savoir que tout ce qui touche à la vie quotidienne, donc les écrits profanes, le commerce, la vie de tous les jours, en gros tout ce qui touche ni au Dieu ni à la religion, c'était des écrits qui étaient quand même relativement courants dans le monde celte.
On en a plein de traces sur des pierres, sur des poteries, sur des métaux, on a plein de choses comme ça. Alors, dans à peu près l'ensemble du monde celte, dans les Gaules, donc dans la Gaule transalpine, dans la Gaule cisalpine, mais aussi en Espagne, en Ibérie, en Irlande, même jusqu'en Écosse. C'est souvent des écritures qui sont très très courtes. Alors, on retrouve par exemple des épitaphes, des choses comme ça, ou des petites mentions en disant qu'un tel est passé par là, ou beaucoup plus longues. La plus longue que l'on connaisse, elle est gauloise, Cocorico. C'est le fameux calendrier de Coligny qu'on a découvert dans le département de l'Ain en 1887 et qui date du 1er ou du 2e siècle à peu près. Et aujourd'hui donc c'est le texte le plus long qu'on possède en langue gauloise. Évidemment ça ne veut pas dire que c'était le plus long à l'époque, c'est le plus long qu'on ait découvert et qui nous soit parvenu. Bien entendu. On a aussi pas mal de tablettes, bref, on a pas mal de choses qu'on peut exploiter et qui nous parlent de la vie de tous les jours. Le calendrier de Coligny parlant de l'organisation du temps. Alors, ce sont des preuves évidemment que les Celtes maîtrisaient et utilisaient l'écriture, seulement, étant donné leur rareté, on peut se dire que les supports d'écriture étaient souvent des supports qui se désagrégeaient, qui ne se sont pas conservés. En particulier la cire, le bois, voire même, pourquoi pas, le parchemin ou le papier. Donc c'est la même chose dans l'ensemble du monde celte, pas seulement le monde celte continental, mais aussi dans les îles britanniques. On a pas mal d'inscriptions qui sont courtes, mais qui sont quand même là. Par contre, il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour qu'on touche au sacré. Le sacré ne s'écrivant pas. En réalité, les premières traces d'écrits sacrés qui abordent le monde celte, elles ne datent pas du tout de l'époque celtique, donc de l'Antiquité, puisque quand on parle des Celtes, on parle d'une civilisation antique, mais ces écrits-là datent de l'époque médiévale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque médiévale, on s'est donné pour mission de mettre à l'écrit pas mal de choses, en particulier des histoires, des épopées, des chants, des mythes, des légendes antiques, qu'elles soient grecques, romaines ou celtes, bien entendu. Et les langues celtiques insulaires ont connu une véritable expansion à ce moment-là. Les Celtes antiques n'avaient sans doute pas de système d'écriture clairement défini, très propre. On l'a vu, ils utilisaient l'alphabet grec, ils utilisaient l'alphabet latin, des fois c'était un peu mixé. Ils codaient ces deux langues-là indifféremment avec ces deux alphabets-là, ils codaient également leur propre langue avec les alphabets latins et quelquefois également avec l'alphabet grec. Du coup, c'est un petit peu brouillon par rapport à ça. Mais les écrits religieux et les écrits sacrés, là c'est une autre mayonnaise. Très clairement. On le sait par plein de témoignages et la trace et la preuve la plus flagrante de cette connaissance, c'est la relative absence de ces textes-là. Et on le sait par des commentaires de contemporains, en particulier le fameux Jules César dans sa Guerre des Gaules. On sait que dans ce domaine, ce qui était prisé, c'était la parole et non pas l'écrit, au point de rendre les écrits sacrés pratiquement inexistants. J'ai bien dit pratiquement, ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement inexistants. Il faut savoir que oui, les grands personnages du monde sacré et du monde religieux celte, qui sont donc les druides, les bardes et les vates, connaissaient parfaitement bien l'écriture, puisque c'était des lettrés, c'était des érudits. Mais, vraisemblablement, ils trouvaient que leur usage était complètement impropre au sacré, au divin, que ce soit pour conserver une idée de secret, puisque le bouche à oreille était beaucoup plus difficile à voler, à éventer, à répandre qu'un écrit qu'on pouvait en gros donner à n'importe qui et reproduire en masse. Mais aussi peut-être dans l'optique de faire travailler la mémoire des aspirants et des disciples. C'est-à-dire qu'il y avait donc une double vocation, le fait de ne pas pouvoir transmettre les secrets, ou en tout cas de les transmettre de manière beaucoup plus difficile, et puis de travailler sa mémoire et du coup de travailler son esprit, notion qui était très importante dans le domaine religieux celte. Donc c'est très difficile aujourd'hui de reconstituer leur religion, puisqu'on en a très très peu de traces. En gros, on a les traces de contemporains extérieurs qui ont observé et qui n'ont pas toujours compris. On sait que Jules César, il n'a pas toujours bien cerné les choses qu'il a observées et puis qu'il les a pas mal manipulées à son avantage également. Et on a l'archéologie qui nous permet de faire des déductions à partir de vestiges qui sont souvent très incomplets, lacunaires, voire là encore incompris. Du coup, on a quand même des difficultés, très clairement.
Pourtant, chose étonnante, c'est que dans cette perception d'un monde sacré complètement muet, eh bien on voit apparaître assez tardivement, dans le sud de l'Irlande, donc en Irlande uniquement, donc là on est vraiment cantonné à un noyau de population, ce qui va devenir bientôt l'écriture owamique. C'est quelque chose, donc je vous l'ai dit, qui est relativement tardif. Il est né approximativement au cours du 5e siècle. Sachant que le top du top du top de la civilisation celtique, ce sont les cultures de Hallstatt et les cultures de l'Athènes qui datent de l'âge du fer, donc qui sont carrément des cultures préhistoriques. Oui, l'histoire celte, c'est une très longue histoire. C'est pour ça que quand on s'y attaque, il faut être armé, quoi. Bref, en tout cas, alors, on date à peu près l'apparition de l'Ogham tel qu'on le connaît aujourd'hui au cours du 5e siècle. Il est possible que ce soit encore plus ancien, peut-être entre le 3e et le 4e siècle pour ses balbutiements, bien entendu. Mais bon, on va dire que tel qu'on le connaît, 5e siècle. Donc, étant donné que c'est un système qui est purement irlandais, il est fait uniquement pour coder, roulement de tambour, l'irlandais. C'est peut-être ce qui fait qu'il aura un usage extrêmement court, vraiment très court. Au 7e siècle, caput, il est abandonné, on le laisse tomber. Donc, seulement 2 siècles d'utilisation, 200 ans d'utilisation d'un système d'écriture. C'est rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle on connaît aussi mal. Alors évidemment, si date du 3e ou du 4e siècle, ça fait 300-400 ans, enfin ça reste, quoi qu'il en soit, très, très court. Prenez l'alphabet grec, voyez un petit peu depuis combien de temps il existe, sachant qu'on l'utilise encore, vous aurez une petite idée, voyez l'alphabet latin, vous aurez une petite idée de la longévité qu'est censé avoir un alphabet. Même les runes, c'était un alphabet qui a été utilisé pendant bien plus longtemps que ça. Alors, d'ailleurs, en parlant d'alphabet, contrairement à ce qu'on voit souvent sur le sujet, eh bien, figurez-vous que le WAM, c'est pas vraiment un alphabet. C'est un signaire. Alors là, je vais être extrêmement pénible et vous allez me haïr. On va faire une petite distinction entre ce que c'est qu'un alphabet et ce que c'est qu'un signaire, et vous allez voir que c'est pas exactement la même chose et que le WAM ne coche pas toutes les cases pour rentrer dans la sainte catégorie des alphabets. Alors un signaire, c'est un système de transcription des sons, qu'on appelle des phonèmes, donc ce sont des unités de son, par un code qui est composé de signes qui sont censés en transcrire la phonétique. C'est-à-dire que c'est un système qui n'évolue pas. Parce qu'il ne code pas un langage, il code la phonétique de ce langage. Un alphabet, lui, il va évoluer, il va former ce qu'on appelle des graphèmes. Et alors les graphèmes, donc ce sont les différentes combinaisons de lettres qu'on utilise pour coder les fameux phonèmes. Et il va se plier en fait à l'évolution de la langue qu'il est censé transcrire. Il va se plier à plusieurs langues, à plusieurs usages, et ce sont les combinaisons de ces lettres, donc ces fameux graphèmes, qui vont faire que cet alphabet va pouvoir être prononcé de différentes façons. C'est la raison pour laquelle, eh bien, figurez-vous qu'on prononce mal le mot Owam, parce que le mot Owam est écrit avec un alphabet. Et chez nous, le GH, on va le prononcer G, alors que dans les pays britanniques et dans les langues celtiques et gaéliques, on va le prononcer. Voilà, je vous fais une magnifique prononciation du son GH. Pourquoi ? Parce que c'est construit, ce sont des graphèmes, enfin c'est le même graphème, GH, mais qui ne va pas coder le même phonème. Et on n'a pas du tout cet emploi-là avec un signaire. Un signaire, lui, il est conçu uniquement pour que chaque signe code un son. Et on peut les combiner comme on veut, on peut les arranger comme on veut, ils coderont toujours ce son. Du coup, ça n'évolue pas. Voilà. Ça paraît important de relever cette distinction, parce que du coup, ça montre que le WAM n'est pas proprement un alphabet, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a disparu. Parce qu'il n'était pas assez souple pour s'adapter aux évolutions de la langue, et surtout pour coder une autre langue que sa langue de départ. Donc, si vous aviez envie d'écrire un WAM, vous allez vous rendre compte que vous allez en suer des ronds de chapeau. Vraiment. Beaucoup plus qu'en rune. C'est difficile, c'est un défi. Donc, alors, il faut quand même savoir que certains signes, on appelle les signes de l'Ogham, les lettres en quelque sorte, les Feda, il y en a quelques-uns quand même qui ont changé de son, qui ont évolué, mine de rien, mais ça reste très rare. Par exemple, Fern a codé à l'origine le phonème F. En français, c'est le F
comme dans fou, ou le PH, comme dans pharmacie, mais il codait probablement à l'origine le son W, par exemple, qu'on retrouve dans le son OU en gros, hein, qu'on retrouve dans le mot goût, dans le U de jaguar, dans le W de wapiti, le fameux son W. Oui, parce que goût c'est WOU, en fait. Bref, vous avez compris. Alors, il faut savoir que dans tout autre alphabet, pour transcrire en fait cette évolution phonétique, le signe lui-même aurait changé, aurait évolué, soit en s'associant avec un autre, c'est le cas par exemple pour le TH anglais qui est une lettre à part entière en quelque sorte, soit en changeant de graphie. Le WAM, lui, il n'a pas bougé, il a juste ajouté des signes nouveaux pour transcrire des nouveaux sons, et il n'a pas modifié les anciens. Du coup, l'écriture, elle est relativement primitive, elle est très basique, elle est très rigide et elle est pas très pratique, faut bien se l'accorder. Pourquoi ? Parce que c'était pas fait pour écrire. C'était fait pour faire de la magie. C'était pas quelque chose qui avait vocation d'écrire de longs textes. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas besoin en fait d'en faire un alphabet. Un signaire, ça suffisait largement. C'était pour coder la magie. Alors, le WAM il fonctionne. Alors vous allez me dire, oui, mais les épitaphes avaient un rôle magique. On a beaucoup d'épitaphes qui sont retrouvées en WAM, tout simplement parce que elles communiquent avec le royaume des morts, et que du coup, c'est donc un langage magique, pas du tout profane. Contrairement à ce qu'on a pu retrouver dans certaines perceptions de l'épitaphe dans le domaine gréco-romain ou même dans le domaine celtique continental. C'est pas du tout la même perception parce que c'est pas le même mode de pensée. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est le WAM ? Comment c'est écrit ? C'est un système qui est très simple. Une ligne verticale sur laquelle on fait des encoches, soit seulement d'un côté en horizontal, soit seulement de l'autre côté en horizontal, soit en diagonale. On fait un certain nombre d'encoches à chaque fois et on a comme ça 20 signes différents qui correspondent avec des sons consonnes, donc c'est ceux qui ont des petites lignes, et avec des sons voyelles, c'est ceux qui ont des encoches. Alors, il faut savoir que le WAM, on en a des traces, mais on a des traces qui sont extrêmement parcellaires. Pourquoi ? Parce que les seuls qui nous sont parvenus, c'est ceux qui ont été gravés dans la pierre. Et ce sont tous des épitaphes ou des écrits à vocation funéraire. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Dans les îles britanniques, il y en a beaucoup. Et elles sont réparties dans les îles britanniques. Pourquoi ? Parce que c'était des colonies qui étaient fondées par les Irlandais. C'est donc bien une langue irlandaise. Hein ? On ne revient pas là-dessus. On a longtemps cru à cause de ça que le WAM s'était considéré comme le langage des défunts, le langage des morts. On sait aujourd'hui, par des récits et des mythes qui nous sont parvenus, qu'en réalité, l'usage était beaucoup plus large, mais que le WAM était essentiellement gravé sur le pire matériau pour l'archéologie, le cauchemar du chercheur, le bois, qui a une durée de vie approximativement de 5 secondes à l'échelle planétaire. Voilà. Donc c'est pour ça que on en a très peu de traces, et c'est la raison pour laquelle les seules traces qui nous restent ce sont des épitaphes, puisque il fallait qu'elles durent, donc on les gravait dans la pierre, alors que la magie n'avait pas vocation de durer, puisque une fois que l'effet était accompli, on n'en avait plus besoin, donc on l'a gravé sur du bois, pour notre plus grand bonheur. Si nous avions une DeLorean, nous pourrions les tirer les oreilles des Celtes irlandais, et leur dire bon sang, mais gravé dans la pierre, mais on n'a pas ce genre de choses-là. Bref. Donc, alors ça on le sait dans des textes, il y a un texte notamment qui mentionne énormément, à beaucoup d'occurrences, cet usage, c'est la Razzia des vaches de Cooley, donc qui est un texte mythologique irlandais. Si jamais le sujet vous intéresse, du coup je vous invite à aller le lire parce que c'est là où on a le plus de sources de l'usage des OWAM. Alors c'est très peu du coup, hein, mais par rapport à ce qu'on possède en niveau matériaux, c'est le plus qu'on ait. Et à chaque fois, les OWAM sont cités, gravés dans du bois. À chaque fois. C'est pour ça qu'on le sait. Bref. Donc en tout cas, on a aussi d'autres traces écrites médiévales. En particulier, 2 manuscrits, donc beaucoup plus tardifs, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont notamment un qui est extrait d'un livre très connu qui s'appelle le livre de Ballymote, et qui s'appelle, alors attention là parce que la prononciation c'est un véritable cauchemar, qui s'appelle Loriciept na Niegash. Alors ce livre-là, c'est sans doute celui qui nous est le plus utile parce qu'il contient un passage
qui s'appelle le... Alors je vous le lis pas en gaélique parce que vous avez vu que ma prononciation était bonne pour la poubelle, mais qui contient en fait un glossaire du Feda Owamic, littéralement. Donc c'est clairement un bouquin qui est censé codifier et expliquer le langage Owamic. On pourrait dire c'est le Saint Graal. Ouais, oui, c'est le Saint Graal. Il y a un petit problème. Il date de la fin du XIVe siècle. On rappelle que le WAM a disparu au 7e siècle. Donc il a 700 ans de retard. On se doute qu'il y a eu des déformations entre-temps. Donc c'est embêtant. On a également un autre ouvrage qui est contemporain, qui s'appelle le In Labor Owam, le livre des Owam, littéralement, et qui est mentionné dans le précédent, mais qui est quand même indépendant de celui-là, et qui reprend à peu près la même chose. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a. En gros, on a une centaine d'épitaphes qui marquent des noms. On a des mentions dans les mythes qui disent que « Ah, dommage, c'était gravé sur du bois !» Et on a des manuscrits qui ont un train de retard de 700 ans. Vous sentez qu'on va en suer ou pas du tout, en fait? Alors, on sait quand même quelques petites choses, notamment grâce à ces manuscrits-là, on sait que le signe de l'Ogham, donc la lettre, avec des guillemets, parce que vous avez vu que c'est pas vraiment des lettres, donc ce sont des signes, s'appelle le Feda, et que ce mot, il vient d'un mot irlandais, fid, qui veut dire « bois !» Histoire d'enfoncer le clou. C'était donc bien sûr du bois, oui, oui. Hélas. Et que, alors d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on a un autre cliché très dommageable sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc, et chacun correspond donc à un des phonèmes de la langue irlandaise archaïque, c'est-à-dire avant sa grosse évolution, la grosse évolution qu'elle a subie entre le 6e et le 8e siècle. Donc avant ce qu'on appelle aujourd'hui le vieil irlandais. Alors sur la pierre, on sait comment on les traçait, puisqu'on a des traces. On les traçait parce qu'on a des traces. Parce qu'il nous reste les pierres. On se servait généralement de l'arête d'une pierre et on les lisait de bas en haut. Parfois de gauche à droite quand les écrits étaient horizontaux, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Généralement, c'était de bas en haut. Donc du sol jusqu'au ciel. Et oui, parce qu'on élève le défunt vers les cieux. Défunt qui est donc en dessous. Ça paraît logique. Hein. Mais, alors, on pense, sans grande certitude, qu'on doit leur maîtrise, qu'on doit en tout cas à leur maîtrise, le nom de l'élite lettrée qu'on appelle donc en irlandais les Filides, qui sont les druides irlandais en quelque sorte. Je mets druides entre guillemets parce que c'est beaucoup plus vaste en réalité. Ils sont également bardes, vates à leurs heures perdues, donc pas mal de choses. Et donc toutes ces notions nous indiquent bien que ces signes avaient un caractère quasi exclusivement sacré. C'est donc pas une écriture. Hein. C'est vraiment histoire de fixer le langage, mais dans un but purement religieux. Alors dans notre fameux Orikiep na Niegesh, on a la mention de 25 érudits qui auraient expliqué la langue irlandaise pour en compiler les codes grammaticaux et l'étymologie. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'on nous dit. On nous dit également que le WAM est un cadeau des dieux, du dieu notamment Oma, donc qui s'écrit Ogma, mais pour la même raison qui se prononce Oma, et qu'il aurait fait aux hommes. Donc on a une notion qui nous dit clairement, le père de l'Ogham est Ogma. La mère... Alors, je prononce Ogma parce que je le prononce pour que vous fassiez le lien. Donc le père de l'Ogham est Oma, ou Ogma si vous avez absolument envie de prononcer le G. La mère de l'Ogham est la main ou le couteau, sous-entendu d'Oma également. Ce qui montre bien que donc il a une double ascendance, qui est le dieu d'un côté et l'art de le tracer de l'autre. Et on nous donne la structure de ce signaire. Parce que ce signaire, il n'est pas fait n'importe comment, il est fait sur une structure bien précise. Alors on nous dit qu'il y a 5 groupes de WAM, et que chaque groupe possède 5 signes qui ont chacun d'une à 5 en taille. Donc à chaque fois on part d'une ligne verticale, et on fait 1, 2, 3, 4 ou 5 en taille en fonction du signe. Et on les distingue en fait, ces familles, ces 5 groupes de 5, on les distingue en fonction de l'orientation des fameuses encoches que l'on trace sur la ligne verticale. Soit on les trace uniquement sur la droite, soit on les trace uniquement sur la gauche, soit on les trace
en traversant, soit on va les tracer en diagonale. Donc, on a cette idée-là d'une distinction qui n'est pas forcément facile à faire à l'œil nu parce que les lettres sont toutes bâties sur les signes sont tous bâtis sur le même modèle et ça en rend la lecture vraiment loin d'être aisée. Nous, on a des lettres qui sont bien distinctes les unes des autres, la plupart des alphabets sont construits comme ça. Là, on a clairement un langage qui est difficile à lire. Pourquoi ? Pour le rendre volontairement difficile à décrypter puisque c'est un langage sacré. On n'a pas envie de le lire comme on lirait un bouquin, on est bien d'accord. Donc, on a également une notion assez intéressante dans ce livre qui nous dit que le WAM est abordé comme on grimpe à un arbre. Alors je vous lis le passage, c'est-à-dire que l'on pose tout d'abord la main droite sur la racine de l'arbre avant d'y mettre la main gauche. Alors on le traverse et on s'y appuie et on le parcourt et on l'entoure. Alors on y a vu une dimension mystique en lien avec un arbre, en réalité c'est très certainement un moyen mémotechnique de se rappeler de l'ordre des signes, tout simplement. Puisque en fait ça veut dire qu'on va commencer à tracer les encoches sur la droite, ensuite on va le mettre à gauche, ensuite on va faire les lignes qui vont traverser de chaque côté, et ensuite on va s'appuyer, on va les faire en diagonale en fait en tournant tout autour. Désolée de vous décevoir. Donc on sait quand même que ces fameux groupes, ils ont un nom eux aussi, on les appelle des Eikme, au pluriel Eikmi, qui veut dire famille, groupe, race en irlandais, et qu'il existe 2 versions de cet OWAM, un originel, qui est composé de 20 signes, donc notre fameuse famille de 4 x 5, parce que vous avez sans doute remarqué tout à l'heure que je ne vous parlais que de 4 façons de tracer les OWAM, et non pas 5, alors que je vous ai dit 25 au début, il y a une raison. Donc une première version, on va dire un OWAM 1.0, qui est donc constitué de lignes verticales, les petites lignes seulement d'un côté, les petites lignes seulement de l'autre, les petites lignes de part et d'autre, et les petites lignes en diagonale, auxquelles on a ajouté plus tard 5 nouveaux caractères que l'on appelle forfeda, et qui, elles, sont beaucoup plus tardives et du coup sont beaucoup plus fantaisistes et qui ont des formes différentes. On a des quadrillages, on a des boucles, enfin bref, parce qu'il n'y avait plus de possibilités avec le premier système. On avait épuisé la manne, donc du coup on a fait autre chose. Alors toutes ces choses-là, le fait que le nom signifie bois, le fait qu'on ait cette étrange mention du fait qu'il fallait poser la main sur un arbre, en faire le tour, etc. Et surtout le fait que le texte mentionne les Fedas en les désignant sous des noms qui, en majorité, correspondent à des essences d'arbres, ou en tout cas, en fait, on associe chaque Fed avec un arbre dont l'initiale va correspondre au son qu'il est censé produire, et ben on a cru qu'on avait là un alphabet des arbres. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, c'est faux. C'est complètement faux. En réalité, le lien qu'on fait entre les signes et les arbres, là encore, c'est très probablement un moyen mémotechnique. C'est-à-dire qu'en donnant à chaque signe le nom d'un arbre, en fait, on s'est juste servi de l'initiale ou du premier son produit par le nom de cet arbre pour se rappeler le son qui était censé être produit par le signe en question. Je vous laisse quelques minutes pour aller pleurer des larmes de sang et puis on se retrouve après. Alors, aujourd'hui, vous allez voir énormément de publications qui sous-titrent le WAM alphabet celtique ou druidique des arbres. Alors les seuls mots justes dans cette belle appellation, c'est D. Tout le reste, c'est poubelle. Déjà, on l'a vu, le WAM, c'est pas un alphabet. C'est un signaire. Et ensuite, il n'est pas celtique, ni druidique. Il est irlandais. Donc c'est beaucoup plus restreint. Celtique, on l'a vu, c'est très vaste. Ça date quand même, ça va quand même, ça remonte quand même, je vais y arriver, je vais trouver le bon verbe, on va y arriver. Ça remonte quand même à l'âge du fer, donc à la préhistoire. Époque où le WAM n'était même pas à l'état de projet. Donc on peut pas dire que ce soit celtique. Même chose, on peut pas dire que ce soit druidique. Parce que les druides, en réalité, il y en avait pas seulement en Irlande, il y en avait dans tout le monde celte. Et puis en Irlande, la notion de druidisme était encore un petit peu différente des fameux druides, l'archétype du druide que l'on connaît sous ce terme-là et qui est plus propre au celtisme continental. On parle plutôt de Philippe pour les druides, bardes, ovates, / érudits, / whatever, dans le monde irlandais.
Et puis ensuite, on l'a vu, le lien avec les arbres, c'était sans doute un moyen mémotechnique un petit peu comme une comptine, qui a été rajouté beaucoup plus tardivement, puisque la seule mention qu'on en a, c'est justement dans l'Oricep Naniègesh, donc 700 ans plus tard. Il y a fort à parier que ce moyen mémotechnique n'était même pas connu des Irlandais qui utilisaient le WAM. C'est dur, je sais c'est dur. En plus de tout ça, si on se penche vraiment sur le texte de l'Oricep Naniègesh, on s'aperçoit que tous les signes ne sont pas associés à des noms d'arbres. Il y en a quelques-uns qui sont nommés par d'autres mots et qui sont simplement choisis pour leur sonorité. Et en réalité, le fait qu'aujourd'hui on ait chaque signe qui soit associé à un arbre, c'est dû à des personnes, des adeptes de spiritualité celtique, des celtomanes, qui ont remanié le truc à leur sauce et qui ont fait des analogies avec d'autres arbres pour obtenir un tout cohérent et collé à l'image qu'on avait d'un signaire, d'un alphabet, des arbres. C'est une imposture. Alors, le mot signaire lui-même nous signale également, parce qu'on le sait par l'emploi d'autres signaires, qu'il n'était peut-être pas seulement écrit. Il avait peut-être d'autres usages, peut-être une communication par le geste. Par exemple, un petit peu comme la langue des signes, si vous voulez, qui est un signaire également. Enfin, pas seulement, parce qu'il y a des concepts aussi qui sont décrits. La langue des signes, c'est quelque chose de très, très différent, parce qu'on ne transcrit pas que des phonèmes, on transcrit également des signes. Des signes, des idées, des mots, des termes, des concepts, vous avez compris. Mais en tout cas, on pouvait peut-être parler en Ogham avec les mains. C'est possible. Peut-être en venant toucher les phalanges avec le pouce. Peut-être. Alors, c'était peut-être un moyen de communiquer discrètement ou alors de faire de la magie. Mais ça, malheureusement, on ne le sait pas du tout. Ça, on en a quelques petits soupçons par rapport à des écrits sur les mythes celtiques, mais c'est un domaine un petit peu casse-cou. Donc, on y va avec beaucoup de parcimonie quand on tombe sur ce genre de sources. En tout cas, tout ce qu'on croit savoir de l'Ogham, y compris d'ailleurs, j'en ai pas parlé quand j'ai parlé des arbres tout à l'heure, oui tout à fait, je m'auto-parle. On a voulu lier également l'Ogham à un poème mythologique gallois qui est issu du livre de Taliesin et qui s'appelle Le combat des arbres. Alors je vais le prononcer horriblement, parce que le gallois et moi, ça fait 8000. Je crois que c'est Kedgede, mais je suis vraiment pas sûre. Bref. En tout cas, c'est un manuscrit qui date de la fin du XIIIe siècle ou de du premier tiers du XIVe, et qui a été notamment restauré par le poète Robert Graves. Et Robert Graves, il s'est beaucoup amusé avec ça. Il a pris pas mal de liberté et il a établi un lien en fait avec l'Ogham et avec les arbres qui sont cités dans ce fameux combat des arbres. Seulement, en fait, c'est basé uniquement sur le fait que les arbres cités dans le poème sont les mêmes que les arbres cités dans l'Oricep Naniègesh. C'est-à-dire que c'était les arbres que les Irlandais avaient dans le paysage. Et les Gallois aussi, parce que c'est globalement, la végétation est à peu près similaire. L'explication, elle n'est pas à chercher beaucoup plus loin que ça. Mais lui, il s'est dit, oh, c'est les mêmes arbres, il y a un lien. Non, le seul lien, c'est que c'était les arbres qu'on avait là, et qu'ils n'allaient pas appeler un Ogham Araucaria, alors qu'il n'y avait pas d'Araucaria en Irlande. Forcément, on parle des choses qu'on voit, en général. Voilà, tout simplement. Mais... Malheureusement, les écrits de Robert Graves ont été extrêmement populaires, les gens ont adoré, ils ont amplement repris toutes ces erreurs et aujourd'hui c'est la base de la connaissance oghamique que nous avons et c'est donc du bullshit, un plaisir. Bref, vous avez compris. Mais aujourd'hui en tout cas, on n'a pas assez de connaissances pour affirmer que c'était bien des noms d'arbres. En tout cas, c'est très 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 improbable, vraiment très 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 improbable. Et on ne peut pas utiliser l'Ogham comme le faisaient les Celtes-Irlandais. À part pour écrire quelques mots, parce que si les mots qu'on veut écrire possèdent les mêmes sons que l'Ogham, mais on ne pourra pas en faire une reconstitution, c'est pas possible. Autant les runes, on peut grappiller quelques trucs, autant l'Ogham, c'est mort. Cela dit, les associations et les codifications symboliques qui ont été faites
entre ces signes et les arbres, et les liens magiques et divinatoires qu'on a établis, ne sont pas complètement sans intérêt. Ce sont des choses qui sont quand même basées sur un système mythologique qui est exact. C'est-à-dire que le combat des arbres, le fameux poème de Robert Graves, c'est quand même quelque chose qui date du XIIIe siècle ou début XIVe, mais qui se fonde sur des mythes beaucoup plus anciens, et on sait que les arbres occupaient une place très très importante dans le druidisme et dans le monde celte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait ce lien entre le Wam et les arbres, parce que c'était quelque chose d'extrêmement sacré. On connaît pas mal de symboliques d'arbres également, et si aujourd'hui on ne connaît absolument pas les significations symboliques des Ogham, on n'en a aucune idée, on ne sait pas du tout quels étaient les usages magiques de ces signes-là, c'est-à-dire que si vous avez un signe de l'Ogham, on ne connaît ni sa signification, ni son sens, ni sa portée magique, ni son usage. Par contre, le fait de l'associer à un arbre, ça peut permettre d'établir un code qui est un code moderne, voire même contemporain, qui est donc très très loin d'une reconstitution, mais qui manque pas d'intérêt si on veut pratiquer un néopaganisme basé sur quelques petites associations symboliques celtisantes, on va pas dire celtiques, mais qui ne manquent pas complètement d'intérêt. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui existe dans le paysage ésotérique depuis la celtomanie de la fin du XVIIIe siècle et qui a explosé au cours du XIXe. Et donc, aujourd'hui, tout ce qu'on lit sur le Wam, ça vient de là. Ça vient pas du tout de ce qu'on a pu en faire à l'origine. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des significations ou des usages de l'Ogham, il faut savoir que c'est 19e. Purement. Après, quand on part de ce constat-là, quand on est honnête sur ce constat-là, ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser ce système à ce moment-là. Mais c'est pas l'Ogham celtique irlandais. C'est l'Ogham 19e siècle, celtomane. Faut juste être raccord avec ça. Par conséquent, moi je condamne pas du tout l'usage de l'Ogham, au contraire, je le trouve très intéressant, à condition qu'on soit lucide là-dessus. J'utilise beaucoup les Ogham, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Par contre, quand je les utilise, j'ai tout à fait conscience que je me rattache pas à Oma, que je me rattache pas à la culture celte, mais que je me rattache à Robert Graves. Très clairement. Donc, aujourd'hui, on peut tout à fait se servir de l'Ogham, mais de cet Ogham contemporain, cet Ogham moderne, à nos pratiques, à condition que ce sont des interprétations de quelque chose qui nous restera pour toujours inconnu. C'est frustrant. Mais c'est comme ça. C'est un usage qui malheureusement a été perdu au fil du temps. Et à moins de trouver une DeLorean et de remonter le temps, on ne le saura jamais. Donc une fois qu'on sait ça, par contre, on a moyen de faire pas mal de choses intéressantes avec le Wam. D'écrire, évidemment, de pratiquer la divination, mais également de pratiquer la magie. Il y a une magie Owami qui peut être très intéressante à pratiquer, qui est très inspirée de la magie runique. Ça marche très bien. Ça fonctionne extrêmement bien, à condition évidemment qu'on reste lucide par rapport à ça, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait employer dans le néopaganisme. Tout à fait. Si jamais le sujet vous intéresse, j'ai publié il y a pas longtemps un condensé de toutes les recherches que j'avais faites sur le Wam pour la saison 4 d'une année en magie, puisqu'on a passé toute une année à décortiquer les différents signes de l'Ogham. Et j'en ai fait un e-book. Alors, je vous montre la version imprimée. Naturellement, je ne peux pas vendre la version imprimée parce qu'elle vous coûterait un rein, parce que ça coûte très cher de faire imprimer des livres, et que voilà, quand on en fait commerce, c'est compliqué. Donc je le vends sous forme d'e-book, donc vous l'aurez sous format PDF. Mais voilà, ça se présente comme ceci. Et donc j'ai essayé de revenir un petit peu, il y a quand même pas mal de matière, de revenir sur ce qu'on sait. J'ai essayé de refaire un petit historique, donc comme on l'a fait tout à l'heure, de l'Ogham, bien entendu. Je vous ai mis une grosse bibliographie pour aller plus loin, aussi grosse que possible, bibliographie pour aller plus loin si jamais vous avez envie d'explorer un petit peu, et surtout, on décortique les 25 signes, alors essentiellement les 20 signes de la version 1.0, et puis un passage un petit peu plus court sur la version 2.0, donc les 5 signes qu'on a rajoutés, qui sont globalement moins employés et qui sont beaucoup moins connus parce qu'ils ont eu un usage extrêmement court dans l'histoire.
bien entendu, puisqu'ils ont codé une évolution de langue juste avant que le signaire ne disparaisse. Et donc voilà, à chaque fois, on revient sur l'arbre auquel on a attribué cet OWAM. Donc on essaye de voir quelles sont les symboliques de l'arbre, pourquoi est-ce qu'on aurait associé cet OWAM à cet arbre-là, quelle est la place que cet arbre avait dans la symbolique celtique que l'on connaît et quelle place il a dans la symbolique actuelle également. Et on voit un petit peu comment on peut employer en connaissance de cela chaque signe pour la divination et pour la pratique magique également. Donc si jamais il vous intéresse, il est disponible sur ma boutique Etsy, je vous mets le lien dans la description. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça ne vous a pas trop traumatisé, que malgré tout, vous allez continuer à aimer les OWAM, à apprécier la culture celte et que ça vous aura peut-être donné envie d'aller encore plus loin. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez envie de me soutenir, j'ai un petit Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un pourboire, ça soutient la chaîne et ça m'aide à continuer. Et si vous avez envie d'encore plus de contenu, vous pouvez rejoindre bien entendu le programme Une année en magie sur Patreon. Là encore, je vous mets tous les liens dans la description, qui vous donnera accès donc à un gros livret d'une centaine de pages tous les mois et à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois et surtout mettre encore plus de magie dans votre quotidien. Merci pour tout, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, comme d'habitude, le plus important, le plus fondamental, restez magique. Bye!